L'appareil cardiovasculaire assure le transport du sang riche en dioxygène et en nutriments à travers tout le corps humain pour en alimenter les organes et les débarrasser de leurs déchets. Il se compose de 3 grands types de vaisseaux sanguins qui forment un système clos. Les artères, les veines et les capillaires. Ces 3 types de vaisseaux composent un ensemble de 100 000 km de long à travers tout le corps. Une artère transporte le sang du cœur vers les organes. Les veines, à l'inverse, le transportent des organes vers le cœur. L'artère est donc un vaisseau partant du cœur. La veine, un vaisseau arrivant au cœur. Tous les organes sont richement irrigués, c'est-à-dire qu'une multitude de petits vaisseaux sanguins les parcourent. Ce sont les capillaires. Les capillaires relient entre elles artères et veines dans les organes. C'est donc au niveau de ces vaisseaux très fins que les échanges se font entre le sang qui apporte nutriments et dioxygène et les organes qui se débarrassent du dioxyde de carbone et des autres déchets. Plus un organe est actif, plus l'apport de sang et les échanges sont importants. Les échanges ne sont possibles que parce que le sang circule en permanence dans les vaisseaux en sens unique. Il est mis en mouvement par le cœur qui fonctionne comme une pompe. Ce moteur de la circulation sanguine est un muscle creux et cloisonné. À chaque contraction, il propulse du sang dans les artères. Le cœur possède 4 cavités avec un côté droit et un côté gauche, composés chacun d'une oreillette et d'un ventricule. Le côté droit reçoit le sang pauvre en dioxygène. Le côté gauche, au contraire, le sang enrichi en dioxygène après son passage au niveau des poumons. Chaque contraction le propulse dans les artères. Au cours d'un battement normal du cœur, le sang pauvre en dioxygène, renvoyé par les organes, pénètre dans l'oreillette droite par la veine cave. La contraction de l'oreillette droite le fait passer dans le ventricule droit, qui, en se rétractant à son tour, l'expédie dans les poumons par l'artère pulmonaire. Après son passage dans les capillaires des alvéoles pulmonaires, le sang est enrichi en dioxygène et débarrassé de son dioxyde de carbone. Il revient alors dans l'oreillette gauche par les veines pulmonaires. La contraction de l'oreillette gauche le pousse dans le ventricule gauche, qui le propulse lui-même dans l'aorte pour être distribué dans les artères de l'ensemble du corps. Et ce cycle, vital pour l'organisme et l'être humain, se répète à l'infini. Bien qu'étant un organe doué d'automatisme, le cœur est parcouru de fibres nerveuses appartenant au système nerveux autonome, dont l'une des missions est de réguler sa fréquence de battement de façon non volontaire. Il est composé de 2 systèmes antagonistes mais complémentaires. Le système nerveux sympathique, qui est cardio-accélérateur, son activité provoquant l'accélération de la fréquence cardiaque, et le système nerveux parasympathique, qui lui est cardiomodérateur. L'activité de ces systèmes n'est jamais nulle. Elle permet une régulation constante de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, dont la valeur moyenne est d'environ 70 à 75 battements par minute. La régulation de la fréquence cardiaque est un dialogue permanent qui s'établit entre la région du cœur et la base du cerveau par l'intermédiaire d'un circuit de fibres nerveuses. Des récepteurs sensoriels, appelés barorécepteurs, sensibles aux variations de la pression artérielle, sont situés au niveau du sinus carotidien et de la crosse aortique. Au repos, l'activité cardio-modératrice l'emporte sur l'activité cardio-accélératrice.
Dans le cas d'une augmentation de la pression artérielle, les barorécepteurs sont stimulés, ce qui se traduit par une augmentation de la fréquence des signaux nerveux transmis par les nerfs de Hering et de Sion vers un centre nerveux bulbaire situé dans le bulbe rachidien, au-dessus de la moelle épinière. Ce dernier élabore une réponse adaptée en augmentant l'activité des nerfs parasympathiques et en diminuant celle des nerfs sympathiques. Le ralentissement du cœur se fait par la libération d'un neurotransmetteur, l'acétylcholine, sécrété par le système nerveux parasympathique. En conséquence, fréquence et débit cardiaque diminuent, ce qui abaisse la pression artérielle en la ramenant à sa valeur normale. En cas de diminution de la pression artérielle, le mécanisme inverse se met en place. La fréquence des signaux transmis par les nerfs de Hering et de Sion vers le centre nerveux bulbaire est réduite. Ce centre diminue l'activité des nerfs parasympathiques et stimule les nerfs sympathiques cardio-accélérateurs qui libèrent un autre neurotransmetteur, la noradrénaline, provoquant accélération de la fréquence cardiaque et augmentation de la pression artérielle. Ces mécanismes constituent une boucle de régulation qui contribue à maintenir la pression artérielle dans d'étroites limites autour d'une valeur de référence. Jusqu'au XVIIe siècle, on ignore tout de la circulation du sang dans le corps. S'inspirant des écrits de Galien, vieux de plus de 15 siècles, les médecins pensent alors que c'est le foie qui produit le sang, le cœur le chargeant d'un esprit vital qui distribue la vie dans l'ensemble du corps. Cela ne satisfait pas William Harvey, un médecin anglais professeur d'anatomie né en 1578. Il connaît l'existence de valvules le long des veines, des membranes récemment découvertes dont on ignore le rôle. Il va bientôt en faire une preuve dans sa théorie de la circulation du sang. On place un lien au-dessus du coude. À intervalles réguliers sur le trajet des veines, au-dessus du lien, on repère des nœuds ou des renflements. Ils sont formés par des valvules. Si vous pressez la veine de manière à chasser le sang, vous ne verrez pas le sang refluer. Si maintenant vous appliquez un doigt de l'autre main sur la partie distendue de la veine, au-dessus de la valvule, et si vous pressez vers le bas, vous constaterez que vous ne pouvez pas pousser le sang de l'autre côté de la valvule. Il apparaît ainsi que la fonction de la valvule veineuse est d'empêcher tout reflux sanguin. C'est la preuve que dans les veines, le sang coule des parties inférieures aux parties supérieures. Ou autrement dit, que les veines ramènent le sang vers le cœur. Pour étayer sa démonstration, Harvey multiplie les observations sur les animaux, comme les grenouilles, les serpents, les poissons. Harvey s'interroge aussi sur l'évolution du cœur des fœtus après la naissance. Le médecin appuie aussi sa démonstration par des calculs. Il mesure le volume de sang expulsé à chaque battement du cœur, puis multiplie ce volume par le nombre de battements par jour. Le cœur expulserait chaque jour plusieurs centaines de kilogrammes de sang. Impossible si, comme le disent les anciens, tout ce sang vient directement de ce que l'on mange. De tous ces indices, Harvey déduit le principe de la circulation sanguine. Il l'expose en 1628 dans son livre « Démonstration anatomique du mouvement du cœur et du sang dans les êtres vivants ». Fini les théories de Galien, fini l'esprit vital, le cœur est une simple pompe qui fait circuler un volume de sang constant dans le corps. Restait une énigme. Comment le sang traverse-t-il les organes? Harvey supposa l'existence de capillaires. Ils seront découverts 30 ans plus tard grâce au microscope récemment inventé.